Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilibre, livre audio. Suite. Le lendemain, Goriot et Rastignac n'attendaient plus que le bon vouloir d'un commissionnaire pour partir de la pension bourgeoise, quand vers midi le bruit d'un équipage qui s'arrêtait précisément à la porte de la maison Vauquer retentit dans la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Madame de Nucingen descendit de sa voiture, demanda si son père était encore à la pension. Sur la réponse affirmative de Sylvie, elle monta lestement l'escalier. Eugène se trouvait chez lui, sans que son voisin le sût. Il avait, en déjeunant, prié le père Goriot d'emporter ses effets en lui disant qu'il se retrouverait à 4 heures rue d'Artois. Mais pendant que le bonhomme avait été chercher des porteurs, Eugène, ayant promptement répondu à l'appel de l'école, était revenu sans que personne l'eût aperçu, pour compter avec madame Vauquer, ne voulant pas laisser cette charge à Goriot, qui, dans son fanatisme, aurait sans doute payé pour lui. L'hôtesse était sortie. Eugène remonta chez lui pour voir s'il n'y oubliait rien, et s'applaudit d'avoir eu cette pensée en voyant dans le tiroir de sa table l'acceptation en blanc souscrite à Vautrin, qu'il avait insouciamment jetée là le jour où il l'avait acquittée. N'ayant pas de feu, il allait la déchirer en petits morceaux, quand, en reconnaissant la voix de Delphine, il ne voulut faire aucun bruit, et s'arrêta pour l'entendre, en pensant qu'elle ne devait avoir aucun secret pour lui. Puis, dès les premiers mots, il trouva la conversation entre le père et la fille trop intéressante pour ne pas l'écouter. « Ah, mon père, dit-elle, plaise au ciel que vous ayez eu l'idée de demander compte de ma fortune assez à temps pour que je ne sois pas ruiné. Puis-je parler ?»« Oui, la maison est vide, dit le père Goriot d'une voix altérée. »« Qu'avez-vous donc, mon père ?» reprit madame de Nucingen. « Tu viens, répondit le vieillard, de me donner un coup de hache sur la tête. Dieu te pardonne, mon enfant. Tu ne sais pas combien je t'aime. Si tu l'avais su, tu ne m'aurais pas dit brusquement de semblables choses, surtout si rien n'est désespéré. Qu'est-il donc arrivé de si pressant pour que tu sois venu me chercher ici, quand dans quelques instants nous allions être rue d'Artois ? Et mon père, est-on maître de son premier mouvement dans une catastrophe ? Je suis folle. Votre avoué nous a fait découvrir un peu plus tôt le malheur qui sans doute éclatera plus tard. Votre vieille expérience commerciale va nous devenir nécessaire, et je suis accouru vous chercher comme on s'accroche à une branche quand on se noie. Lorsque M. Derville a vu Nucingen lui opposer 1000 chicanes, il l'a menacé d'un procès, en lui disant que l'autorisation du président du tribunal serait promptement obtenue. Nucingen est venu ce matin chez moi pour me demander si je voulais sa ruine et la mienne. Je lui ai répondu que je ne me connaissais à rien de tout cela, que j'avais une fortune, que je devais être en possession de ma fortune, et tout ce qui avait rapport à se démêler regardait mon avoué, que j'étais de la dernière ignorance, et dans l'impossibilité de rien entendre à ce sujet. N'était-ce pas ce que vous m'aviez recommandé de dire ? Bien, répondit le père Goriot. Eh bien, reprit Delphine, il m'a mise au fait de ses affaires. Il a jeté tous ses capitaux et les miens dans des entreprises à peine commencées, et pour lesquelles il a fallu mettre de grandes sommes en dehors. Si je le forçais à me représenter ma dot, il serait obligé de déposer son bilan, tandis que si je veux attendre 1 an, il s'engage sur l'honneur à me rendre une fortune double ou triple de la mienne, en plaçant mes capitaux dans des opérations territoriales, à la fin desquelles je serai maîtresse de tous les biens. Mon cher père, il était sincère, il m'a effrayé, il m'a demandé pardon de sa conduite, il m'a rendu ma liberté, m'a permis de me conduire à ma guise, à la condition de le laisser entièrement maître de gérer les affaires sous mon nom. Il m'a promis, pour me prouver sa bonne foi, d'appeler M. Derville toutes les fois que je le voudrais pour juger si les actes en vertu desquels il m'instituerait propriétaire seraient convenablement rédigés. Enfin, il s'est remis entre mes mains, pieds et poings liés. Il demande encore pendant 2 ans la conduite de la maison, et m'a supplié de ne rien dépenser pour moi de plus qu'il ne m'accorde. Il m'a prouvé que tout ce qu'il pouvait faire était de conserver les apparences, qu'il avait renvoyé sa danseuse,
et qu'il allait être contraint à la plus stricte mais à la plus sourde économie afin d'atteindre au terme de ses spéculations sans altérer son crédit. Je l'ai malmené, j'ai tout mis en doute afin de le pousser à bout et d'en apprendre davantage. Il m'a montré ses livres. Enfin, il a pleuré. Je n'ai jamais vu d'homme en pareil état. Il avait perdu la tête. Il parlait de se tuer. Il délirait. Il m'a fait pitié. « Et tu crois à ces sornettes ?» s'écria le père Goriot. « C'est un comédien. J'ai rencontré des Allemands en affaires. Ces gens-là sont presque tous de bonne foi, pleins de candeur. Mais quand sous leurs airs de franchise et de bonhomie, ils se mettent à être malins et charlatans, ils le sont alors plus que les autres. Ton mari t'abuse. Il se sent serré de près. Il fait le mort. Il veut rester plus maître sous ton nom qu'il ne l'est sous le sien. Il va profiter de cette circonstance pour se mettre à l'abri des chances de son commerce. Il est aussi fin que perfide. C'est un mauvais gars. Non, non, je ne m'en irai pas au Père-Lachaise en laissant mes filles dénuées de tout. Je me connais encore un peu aux affaires. Il a, dit-il, engagé ses fonds dans les entreprises. Eh bien, ses intérêts sont représentés par des valeurs, par des reconnaissances, par des traités. Qu'il les montre, et liquide avec toi. Nous choisirons les meilleures spéculations, nous encourrons les chances, et nous aurons les titres recognitifs en notre nom Delphine Goriot, épouse séparée quant au bien du baron de Nuncingen. Mais nous prend-il pour des imbéciles, celui-là ? Croit-il que je puisse supporter pendant 2 jours l'idée de te laisser sans fortune, sans pain ? Je ne la supporterai pas un jour, pas une nuit, pas 2 heures. Si cette idée était vraie, je n'y survivrais pas. Et quoi ? J'aurais travaillé pendant 40 ans de ma vie, j'aurais porté des sacs sur mon dos, j'aurais sué des averses, je me serais privé pendant toute ma vie pour vous, mes anges qui me rendiez tout travail, tout fardeau léger, et aujourd'hui ma fortune, ma vie s'en irait en fumée ? Ceci me ferait mourir enragé, par tout ce qu'il y a de plus sacré sur terre et au ciel. Nous allons tirer ça au clair, vérifier les livres, la caisse, les entreprises. Je ne dors pas, je ne me couche pas, je ne mange pas, qu'il ne me soit prouvé que ta fortune est là tout entière. Dieu merci, tu es séparé de bien. Tu auras maître Derville pour avoué, un honnête homme, heureusement. Jour de Dieu, tu garderas ton petit million, tes 50 000 livres de rente, jusqu'à la fin de tes jours, où je fais un tapage dans Paris. Ah ah, mais je m'adresserai aux chambres si les tribunaux nous victimaient, te savoir tranquille et heureuse du côté de l'argent, mais cette pensée allégeait tous mes maux et calmait mes chagrins. L'argent c'est la vie. Monnaie fait tout. Que nous chante-t-il donc, cette grosse souche d'Alsaciens ? Delphine, ne fais pas une concession d'1/4 de liard à cette grosse bête qui t'a mis la chaîne et t'a rendue malheureuse. S'il a besoin de toi, nous le tricoterons ferme, et nous le ferons marcher droit. Mon Dieu, j'ai la tête en feu, j'ai dans le crâne quelque chose qui me brûle. Ma Delphine sur la paille, oh ma Fifine, toi, sapristi, où sont mes gants ? Allons, partons. Je veux aller tout voir, les livres, les affaires, la caisse, la correspondance, à l'instant. Je ne serai calme que quand il me sera prouvé que ta fortune ne court plus de risques, et que je la verrai de mes yeux. Mon cher père, allez-y prudemment. Si vous mettiez la moindre velléité de vengeance en cette affaire, et si vous montriez des intentions trop hostiles, je serais perdu. Il vous connaît, il a trouvé tout naturel que, sous votre inspiration, je m'inquiétasse de ma fortune. Mais je vous le jure, il la tient en ses mains, et a voulu la tenir. Il est homme à s'enfuir avec tous les capitaux, et à nous laisser là, le scélérat. Il sait bien que je ne déshonorerai pas moi-même le nom que je porte en le poursuivant. Il est à la fois fort et faible. J'ai bien tout examiné. Si nous le poussons à bout, je suis ruiné. Mais c'est donc un fripon. Eh bien oui, mon père, dit-elle en se jetant sur une chaise en pleurant. Je ne voulais pas vous l'avouer pour vous épargner le chagrin de m'avoir mariée à un homme de cette espèce-là. Mœurs secrètes et conscience, l'âme et le corps, tout en lui s'accorde. C'est effroyable. Je le hais et le méprise. Oui, je ne puis plus estimer ce vil Nuncingen après tout ce qu'il m'a dit. Un homme capable de se jeter dans les combinaisons commerciales dont il m'a parlé n'a pas la moindre délicatesse, et mes craintes viennent de ce que j'ai lu parfaitement dans son âme. Il m'a nettement proposé, lui, mon mari, la liberté. Vous savez ce que cela signifie.
Si je voulais être, en cas de malheur, un instrument entre ses mains, enfin si je voulais lui servir de prête-nom. Mais les lois sont là, mais il y a une place de grève pour les gendres de cette espèce-là, s'écria le père Goriot. Mais je le guillotinerais moi-même, s'il n'y avait pas de bourreau. Non, mon père, il n'y a pas de loi contre lui. Écoutez en 2 mots son langage dégagé des circonlocutions dont il l'enveloppait. Où tout est perdu, vous n'avez pas un liard, vous êtes ruiné, car je saurai choisir pour complice une autre personne que vous. Ou vous me laisserez conduire à bien mes entreprises. Est-ce clair? Il tient encore à moi. Ma probité de femme le rassure. Il sait que je lui laisserai sa fortune et me contenterai de la mienne. C'est une association improbe et voleuse à laquelle je dois consentir sous peine d'être ruiné. Il m'achète ma conscience et la paye en me laissant être à mon aise, la femme de Gênes. Je te permets de commettre des fautes, laisse-moi faire des crimes en ruinant de pauvres gens. Ce langage est-il encore assez clair? Savez-vous ce qu'il nomme faire des opérations? Il achète des terrains nus sous son nom, puis il y fait bâtir des maisons par des hommes de paille. Ces hommes concluent des marchés pour les bâtisses avec tous les entrepreneurs, qu'ils payent en effet à long terme, et consentent, moyennant une légère somme, à donner quittance à mon mari, qui est alors possesseur des maisons, tandis que ces hommes s'acquittent avec les entrepreneurs dupés en faisant faillite. Le nom de la maison de Nuncingen a servi à éblouir les pauvres constructeurs. J'ai compris cela. J'ai compris aussi que pour prouver en cas de besoin le paiement de sommes énormes, Nuncingen a envoyé des valeurs considérables à Amsterdam, à Londres, à Naples, à Vienne. Comment les saisirons-nous? Eugène entendit le son lourd des genoux du père Goriot qui tomba sans doute sur le carreau de sa chambre.